La fin de la saison approche et nous nous sommes dit que c'était le moment de faire une sorte de bilan, de nous retourner sur des changements survenus dans notre environnement international. Alors, la relation transatlantique est-elle en train de changer de nature avec Donald Trump? Un nouveau Moyen-Orient est-il en gestation sous nos yeux? L'Europe est-elle plus isolée que jamais face aux ennemis de l'ordre ancien? Nous en parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Pierre Vimont, bonsoir. Vous êtes ambassadeur de France. Vous avez été notamment représentant permanent à Bruxelles et ambassadeur à Washington. Vous avez également été directeur de cabinet de 3 ministres des Affaires étrangères successifs. Et le premier secrétaire général du service d'action extérieure européen. Vous êtes senior fellow à la Fondation Carnegie Europe et président du conseil de l'Institut d'études européennes. Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po Paris, spécialiste notamment du Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, le dernier paru en mars dernier sous le titre « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer » chez Odile Jacob. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé une demi-douzaine d'ouvrages, dont le dernier paru en 2023, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, aux éditions de l'Observatoire. Alors commençons peut-être par la relation transatlantique. On a assisté il y a assez récemment à un sommet de l'OTAN qui a été très commenté. Je crois que c'est Dominique de Villepin, un de vos anciens ministres, qui a d'ailleurs... Votre relation a été immortalisée dans ce film et cette BD Quai d'Orsay, qui a parlé de sommet de la soumission. Est-ce qu'il y avait quelque chose de choquant dans l'attitude des Européens vis-à-vis de Donald Trump pendant ce sommet de l'OTAN, selon vous, Pierre Vimont? Oui, je le pense, parce qu'on pouvait le faire différemment et peut-être de façon moins caricaturale. Cela dit, la relation entre les États-Unis et ses alliés occidentaux au sein de l'OTAN a toujours été une relation très inégale. Oui. Et ce que l'on dit beaucoup aujourd'hui sur Trump, sa façon brutale de traiter les Européens, souvenez-vous, même avec l'ancienne administration Biden, la manière dont cette administration a traité la France, l'affaire AUKUS, le rapport avec l'Australie c'est-à-dire un accord passé dans le dos des Français entre les Australiens, les Britanniques et les Américains. Et on pourrait citer... Bon, il y avait des contrats de sous-marins à la clé. Qu'on a, que nos alliés normalement, ont sans problème laissé de côté et traité la France quand même de manière très désagréable. Donc on pourrait parler aussi du départ des Américains de Kaboul, qui s'est fait sans beaucoup de concertation avec les alliés. Donc les alliés des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique ont toujours été traités quand même de manière assez désinvolte, je dirais, par l'Amérique. Et donc on a vu ça encore avec ce sommet, mais avec ce petit supplément que représente Trump et un petit supplément d'image aussi, l'attitude très impériale. Frédéric Ancel, vous... Là-dessus. Je partage ce qui a été dit avec 2 points. D'abord, quand on n'est pas les plus forts, il faut être les plus sages. Et malheureusement, l'Europe, pour l'instant, n'est pas réellement une puissance. Et c'est bien le problème. Ou en tout cas, la dimension de puissance dans laquelle l'Europe s'est développée depuis au moins le traité de Rome de 1957. Et je pense de manière assez remarquable au regard de ce que les fondateurs avaient espéré, c'est la dimension économique au sens très large du terme. Donc normative, industrielle et même d'ailleurs à certains égards énergétique. Le problème, c'est que le géopolitologue que je suis pense, est tout à fait convaincu que la deuxième dimension de la puissance, depuis la nuit des temps, c'est la politique, et qui dit politique, dit stratégique et militaire. Et je pense que cette dimension-là, elle est même primordial dans les relations internationales par rapport à l'autre. Autrement dit, je pense qu'il faut aller vers l'Europe puissance. On pourrait peut-être y revenir. Et juste un point sur Trump. Le nord de la boussole de M. Trump est le mercantilisme absolu. C'est-à-dire par rapport à des administrations précédentes, et je rejoins évidemment ce que Pierre Vimont a dit, on pourrait même remonter à Bush-fils évidemment et à l'affaire irakienne et à beaucoup d'autres. Je pense que lui considère réellement qu'il n'y a pas particulièrement d'amis ou d'alliés au regard, par exemple, d'institutions
institutions démocratiques ou d'une culture qui serait peut-être plus ou moins proche de la culture américaine, admettons. Il ne voit pas cela comme ça. Je pense que son prisme, sinon exclusif, en tout cas primordial, c'est vraiment ce que ceci ou cela coûte à l'Amérique et ce que ceci ou cela va rapporter à l'Amérique. Et de ce point de vue-là, notez, je finis d'un chiffre, notez à quel point ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs, les 5 derniers, avaient demandé à ce que chaque État de l'OTAN, et en particulier les membres européens de l'OTAN, vous savez, monte à 2% de PIB plus élevé. Exactement. Et je pense que nous autres Européens ne l'avons pas suffisamment pris au sérieux lorsqu'il a perdu le pouvoir. On a considéré que ça avait été une parenthèse. Pour l'instant, la parenthèse, finalement, c'est plutôt Biden. Et il en était très marié et très fâché. Il est passé à 3 dans sa campagne électorale. Maintenant, il est à 5. On n'y arrivera peut-être pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là aussi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que tant que nous n'aurons pas pris conscience, nous autres Européens, qu'il faut à minima un peu d'autonomie vis-à-vis de notre allié américain, eh bien on sera traité de cette manière-là. Est-ce que la relation transatlantique change de nature ou bien est-ce que c'est purement conjoncturel, un personnage avec ses foucades, son ego, et puis derrière les choses redeviendront ce qu'elles étaient, c'est-à-dire ce que décrivait Pierre Vimont? Non. Isabelle Lasserre. Deux choses, mais en fait, ce qui était le plus choquant, c'est pas tellement que les Européens poussent leur PIB à 5%, leur budget de la défense à 5% du PIB. Ça, c'est rien de choquant. La Pologne y est quasiment, et ce qui nous paraissait complètement, ce qui paraissait à certains complètement aberrant il y a 5 ans, paraît logique à ceux qui essayent d'analyser le monde aujourd'hui. Ce qui est gênant, c'est que l'Europe n'a pas compris les raisons pour lesquelles elle devait le faire. C'est-à-dire qu'elle a dit, ok, on fait ça pour vous faire plaisir, Monsieur Trump. Oui. S'il vous plaît, restez encore un petit peu. On n'est pas encore assez grand, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Restez s'il vous plaît dans l'OTAN, on va vous faire plaisir. Et c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait faire 5%, ok, mais c'est pour défendre notre sécurité et gagner notre autonomie stratégique. Mais il y a deux choses dans ce que vous dites, Isabelle. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'une partie du boulot, parce que non seulement il faut l'affirmer en face de Trump, puis après il faut aller expliquer sur les plateaux télé que pourquoi on fait ça et ce que ça va coûter, et que ça va aller avec une remise en cause de notre État-providence. Oui. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut dire aussi la vérité, c'est que, en fait, tout ça est un jeu de faux semblants. On ne va pas aller à 5%. Personne n'a vraiment l'intention d'aller à 5%, à part peut-être les Polonais. Si, les Polonais, les pays baltes. C'est un effet d'annonce pour calmer Trump. Parce que si on atteint 3,5%, ça sera déjà très bien. Oui, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est la tendance. C'est ça qui est important. Oui. Maintenant, on est entré le chiffre, il est là pour faire plaisir à Trump. On est entré dans un monde où, aujourd'hui, les Européens, s'ils veulent exister sur la scène internationale, doivent augmenter, doivent faire un effort. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que tout le monde nous serine ça. Je vous rappelle, je ne veux pas retourner dans le passé, mais souvenez-vous, la première rencontre d'Angela Merkel avec Trump 1, Trump numéro 1. Oui. Elle était revenue en Europe et elle avait dit, c'est terrible ce que j'ai entendu, nous Européens, il faut que nous prenions notre destin en main. C'était 2017, c'est-à-dire pratiquement il y a 10 ans. Depuis 2017, on n'a pas fait grand-chose. Oui, on a pris quelques décisions générales et tout ça, mais en termes vraiment d'efforts quantitatifs pour sortir de cette période un peu d'insomnie et de somnolence de l'Europe, on n'y est pas encore. Donc 3,5%, c'est un objectif, on ne l'atteindra peut-être pas, mais si déjà on fait la moitié du chemin, ça sera déjà très bien. Est-ce que finalement cet effort de réarmement, puisque c'est de ça qu'on parle, ne recèle pas, ne contient pas les germes de la prochaine dispute avec Trump? Parce que nous, on veut développer notre industrie de l'armement, on veut développer notre autonomie européenne, et lui, il compte qu'on lui achète des armes, non? Surtout que sont des matériels à très très haute valeur ajoutée, et que sans même parler des bisbilles avec Trump, il faut se souvenir que dans les années 80, 90, 2000, pas seulement sur l'acier et l'aluminium, mais sur l'avionique, civil et militaire, les deux, les Américains étaient absolument intraitables. Hein. Il faut, pour parler court, il faut qu'ils vendent leur F-35. C'est quelque chose d'extrêmement important pour leur industrie de manière générale. Mais avant de poser cette question, si je peux me permettre, je pense qu'il faudrait inverser le postulat et se demander s'il est normal, encore aujourd'hui, que la quasi-totalité des membres européens de l'OTAN achètent exclusivement du matériel américain. Allez, au hasard, pourquoi pas des Rafales? Non, enfin, vous voyez, je suis
suis très sérieux en vous disant ça. Les Gripen et les Typhoon sont là aussi éventuellement, hein, sur étagère. Non, c'est du F-35. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore, dans la plupart des États européens, en tout cas pour l'instant les gouvernements qui président aux destinées des régimes qui prévalent au sein de l'Union européenne, n'ont pas encore, me semble-t-il, hein, je peux me tromper, n'ont pas encore... Peut-être que le chancelier allemand, avec des propos extrêmement courageux, lui prend conscience et tente de faire prendre conscience d'une nécessité qui a été rappelée il y a un instant. D'ailleurs, c'est pas sûr que sa coalition le suive là-dessus, et c'est même pas sûr que son opinion publique le suive. Mais sauf lui, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on ait réellement encore pris conscience que M. Trump peut très bien survivre à M. Trump, c'est-à-dire le Trumpisme à Trump. Parce que moi, je pense qu'un certain nombre de gens en Europe occidentale et peut-être même aussi en Europe orientale considèrent que il faut baisser la tête, il faut faire des courbettes, attendre que ça passe. Attendre que ça passe. Il faut tenir des propos lénifiants comme ceux de M. Rutte, bon, comme si c'était un gamin souhaitant acheter sa note au professeur, en attendant que ça se passe, et puis dans 4 ans, on aura un nouveau Biden. Ben, moi, je serais extrêmement méfiant de ça, mais très prudent là-dessus, et je pense que c'est maintenant que nos partenaires européens doivent prendre conscience que les armes, ça s'achète aussi en Europe. Isabelle Lasserre, là-dessus. En fait, Trump le fait avec beaucoup plus de violence, d'irascibilité, et c'est le côté spectaculaire, mais l'injonction venant des Américains aux Européens, leur demandant d'augmenter leur budget de leur défense et de se débrouiller tout seul, et de gérer tout seul les dossiers qui sont à leur portée. Celle-là, elle date d'avant et elle restera après, c'est certain. Si on remonte à longtemps, on peut même commencer à tomber sur Jimmy Carter, mais le vrai qui dit ça quand même assez fermement, c'est Barack Obama. Et depuis Barack Obama, tous les présidents américains n'ont eu de cesse de dire maintenant c'est votre moment, on en a ras-le-bol, on va vers la Chine et débrouillez-vous tout seul. Mais ce que je vous demandais tout à l'heure. On ne voulait pas l'entendre et on ne voulait pas l'écouter, c'est ça le truc. Mais ils veulent qu'on continue quand même à acheter des armes américaines, ils veulent qu'on dépense plus, mais aux États-Unis, non Pierre Vimont, là-dessus Oui. Comme toujours dans le mouvement politique qui entoure Donald Trump, il y a un groupe extrêmement dur, dont le seul intérêt pour eux, c'est l'Amérique. Ils ne s'intéressent qu'à l'Amérique. Et quand on leur parle de stratégie, d'autonomie stratégique européenne, ils nous disent, faites-le, ça ne nous gêne pas. De base industrielle et technologique européenne. Mais vous croyez que le jour où ils vont se réveiller... Je crois que les grandes compagnies, les grandes entreprises américaines de défense sont là pour dire non, on veut garder le marché. Oui. Mais moi, je voudrais ajouter un point, parce que les Européens refusent de regarder ce qui est en la réalité. Hein. On a mis quand même beaucoup d'argent dans le secteur de la défense depuis 20 ans, les Européens. Vous savez, les sommes sont par exemple bien supérieures à l'effort des Russes, et même supérieures à l'effort chinois, figurez-vous. Mais le problème, c'est que ça, c'est l'addition de l'effort mené par 27 États membres qui travaillent chacun de leur côté, dans un marché totalement fragmenté. Frédéric Ancel rappelait le Rafale, mais en effet, il y en a 2 autres, et les autres Européens achètent américains. Mais là où les Américains... Il y a 12 sortes de chars, je crois. Il y en a une sorte aux États-Unis. Donc le vrai problème pour les Européens, c'est ces sommes d'argent considérables qu'ils mettent dans le secteur de la défense. Il faut apprendre à le gérer de manière efficace et en travaillant tous ensemble. Et question incidente, ça revient à Bruxelles, cette tâche d'éliminer ces doublons, d'essayer de coordonner davantage? Non, parce que je pense que... Ou c'est dans l'OTAN? Pour l'aéronautique civile Airbus. Airbus, c'est une affaire qui a été montée par les États membres directement entre eux. Ensuite, on travaillait d'ailleurs intelligemment avec l'Union européenne. Mais d'abord, ils ont fait cet effort. Donc ça doit venir des États. Et je pense que pour créer des consortiums européens, des entreprises européennes dans le domaine de la défense, il va falloir tordre le bras d'un certain nombre de nos grands industriels pour leur dire maintenant il faut apprendre à travailler ensemble. Sinon, une fois de plus, on arrivera peut-être un jour à 3,5%, mais si on continue à dépenser cet argent chacun de notre côté, on aboutira à ces résultats aussi piteux qu'aujourd'hui. L'autre face de la relation transatlantique actuellement, c'est la guerre commerciale. Alors on est dans un entre-deux avec 12,5% de droits de douane et un deadline qui nous amène au 9 juillet, mais qui sera peut-être reporté, puisqu'il y a quoi? Il y a 80 pays qui sont frappés de droits de douane. Il y en a un qui a passé un accord avec l'administration, c'est le Royaume-Uni. Mais malgré tout, dans cette bataille, dans ce bras de fer, est-ce que vous trouvez que l'Europe se comporte comme elle le devrait, comme elle a intérêt à le faire?
Est-ce que, Frédéric Ancel, ça peut paraître surprenant, mais par un faux paradoxe, j'ai le sentiment que, et je remonte à mes années 80 et 90, que je citais tout à l'heure, sur le plan économique, normatif, technologique, au fond, quand on veut, et on le veut souvent, être unis face aux Américains, y compris pour leurs plus grands alliés, je pense à l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, eh bien, on y arrive et on leur tient. Mais vous trouvez que cette volonté est présente en ce moment? Moi, je pense qu'elle est insuffisante, mais je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je dirais qu'elle existe davantage, finalement, que le volet politique et militaire dont on vient de parler jusqu'à présent. Et nous n'avons pas le choix. Mais encore une fois, pardon, c'est formidable, mais on reste dans notre, j'allais dire, dans notre couloir de nage, ou dans ce qu'on sait faire, l'économique, le technologique et le normatif. Non, mais c'est très bien. Mais moi, je pense qu'en amont de tout cela, il y a ce que mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, appelle une représentation. De deux choses l'une. Soit nous avons, à minima, pour la majorité, la grande majorité de nos États, une représentation, c'est-à-dire une perception à la fois identitaire, collective et présente sur des temps longs, d'appartenir à un même pôle, et à ce moment-là, nous pouvons établir des objectifs, puis en aval des stratégies particulières, soit nous n'avons pas cette représentation. Et à ce moment-là, nous continuerons à fonctionner de manière inefficace, parce qu'effectivement, beaucoup trop désunis. Mais encore une fois, juste d'un mot pour vous répondre, je pense quand même qu'on le fait de manière assez correcte. J'ajoute que sur le plan énergétique, on s'est aussi débrouillé, ce qui n'est pas évident, après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Beaucoup d'observateurs considéraient qu'on se retrouverait là totalement démunis, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Tout de même, quand on compare la réaction de l'Europe à celle des Chinois, par exemple, dans la guerre commerciale, celle des Chinois beaucoup plus stratégique, ciblée et ferme, alors que là, on voit que les grands groupes américains commencent à être dispensés d'un certain nombre de règles, justement, de normes européennes qui devraient s'appliquer à eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Vimont? Non, mais vous connaissez bien la mécanique de Bruxelles. Ce qui a été dit, c'est que l'Europe a les moyens de négocier avec les Américains. Elle n'est pas en situation défavorable. Et j'allais dire, les Européens sont obligés de travailler ensemble, tout simplement parce que c'est ce que les règles de l'Europe prévoient. Le commerce international est une compétence de la Commission et aucun État membre ne peut partir tout seul. Et on a vu le commissaire au commerce, la présidente de la Commission, aller à Washington, essayer d'avoir des entretiens avec les responsables, être baladés littéralement. Alors là, je pense que le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a pensé face à Trump qu'elle pouvait négocier comme d'habitude. Alors elle est arrivée avec un mémorandum de 46 pages et les collaborateurs de Trump ont dit si je peux vous donner un conseil, réduisez-le à 46 lignes. Et encore. 46 lignes, etc. Je crois qu'ils ont un peu compris et qu'ils sont revenus à des choses plus directes, mais on arrive maintenant au cœur du sujet et vous avez bien noté qu'au dernier Conseil européen, entre les 27, il commence à avoir des divergences sur la bonne approche. Il y a ceux comme le chancelier allemand et quelques autres qui disent il faut en finir assez vite. Vous voyez bien qu'on n'arrivera pas à s'en sortir sans accorder aux Américains un droit de douane minimal de 10%. Trump veut ça depuis le début, il l'impose à tout le monde. Vous avez parlé de l'accord avec les Britanniques, il l'a imposé aux Britanniques. Et que donc il faut peut-être en passer par là. C'est-à-dire accepter 10%, mais est-ce qu'il faut appliquer la réciproque? Alors, soit on applique la réciproque, mais il montera à ce moment-là 20%, soit on lui dit d'accord, on vous donne ça, mais en contrepartie, vous réduisez les droits de douane exceptionnels que vous avez mis sur l'acier, sur les voitures. Et on vous achète du gaz naturel liquéfié en plus, et on dispense vos compagnies des normes européennes. On ne se couche pas un peu quand même, là alors, la puissance européenne oui, mais surtout ce que ça prouve, c'est que Trump numéro 1 était plus facile à négocier. Jean-Claude Juncker était allé le voir et lui avait dit je t'achète un peu plus de soja et de gaz liquéfié. L'autre avait dit d'accord. D'ailleurs, au grand désespoir de ses collaborateurs qui pensaient que c'était un très très mauvais accord. Aujourd'hui, Trump numéro 2 est très différent. Il veut vraiment rétablir un avantage, et y compris, parce que c'est sa dernière marotte, c'est que les droits de douane peuvent être une recette pour le budget fédéral américain, une recette importante à un moment où il est en train de creuser le déficit américain de manière dramatique. Mais ça peut l'être?
C'est une vue d'esprit. Parce que l'External Revenue Service dont il avait annoncé la création, à ma connaissance, n'a pas vu le jour. Pour le moment, mais quand même, il continue à parler beaucoup quand actuellement la loi de finances qui est en train d'être discutée au Congrès et qui prévoit à peu près entre 2 et 3 trillions de déficit supplémentaires. Un de ses arguments, c'est de dire mais non, vous n'avez rien compris, on va avoir des droits de douane, des recettes de douane absolument remarquables et ça va nous aider. Les économistes américains ne sont pas convaincus. Isabelle Lasserre, est-ce qu'on est dans un renversement idéologique des États-Unis par rapport à l'Union européenne elle-même? L'Union européenne qui a vu le jour quand même parrainée par les Américains et qui aujourd'hui, Donald Trump considère que ça a été créé pour entuber les Américains. Est-ce qu'on est vraiment... Il y a une espèce d'inimitié qui parfois frise la détestation, non, de la part de cette administration? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'administration Trump ne partage pas forcément les mêmes valeurs en termes de démocratie, de civilisation que l'Europe. Et c'est vrai ils mettent quand même vraiment en avant, Trump et encore plus J.D. Vance, la nécessité d'instaurer une contre-révolution américaine. Non seulement pour faire table rase du wokisme et de tous ses excès sous Joe Biden, mais aussi pour en fait l'exporter ailleurs et notamment au sein de l'Union européenne. Donc Trump est quand même assez sympa, enfin pas au niveau du business. Dès qu'il s'agit de business, c'est un bad guy avec tout le monde. Mais il est sympa avec Orban et tous ceux qui partagent sa vision. C'est-à-dire que l'Union européenne, à la fois marché fort et théoriquement refuge des valeurs démocratiques, libérales, c'est vraiment les deux faces de ce qu'ils détestent. Non, mais on a deux mondes en fait. Ça fait longtemps que ces deux mondes sont en gestation, mais avec Trump et Poutine, ils apparaissent complètement presque en relief. C'est-à-dire qu'on a un monde, celui de la force, tout passe en force, on se fiche du droit international, on écrase en fait tout ce qui nous empêche de mener à bien notre contre-révolution, de gagner de l'argent, d'imposer notre manière de vivre, de nous étendre au niveau du territoire s'il le faut, au Groenland ou au Panama. Et de l'autre côté, ceux que Védrine appelait les bisounours, qui se réveillent un petit peu tout doucement, mais ils ont encore la coquille d'œuf sur la tête. Et ils comprennent bien que le droit, ça ne suffit plus, mais ils ont du mal à enfourcher leur cheval de force. Il n'y a pas encore la puissance. Mais est-ce qu'on est voué à s'éloigner, alors, les deux rives de l'Atlantique? Est-ce que, d'ailleurs, c'est une espèce de tectonique des plaques qui est amorcée, et puis voilà, il faut arrêter de regarder les États-Unis comme des alliés Des alliés, non, comme des protecteurs absolus, obligés et indispensables, oui. Oui, je le pense. Ça ne veut pas dire que dans 4 ans, on n'aura pas une administration qui sera assez radicalement différente, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas vers quelque chose d'un peu plus apaisé, je ne sais pas. On verra. Ça ne veut pas dire non plus que les Américains considéreront les Chinois et d'autres puissances peut-être émergentes comme aussi conciliantes et amies que l'Union européenne. Donc il est tout à fait possible qu'au sein de l'administration, y compris une administration trumpienne d'ailleurs, ou trumpiste, dans 4 ans, on considère quand même qu'il vaut mieux, face à la montée en puissance, pour l'instant ralentie, mais qui pourrait reprendre de la Chine, que ce serait quand même pas mal de garder d'excellents rapports très étroits avec l'Europe. Par ailleurs, pour des raisons finalement très prosaïques qu'on a rappelé tout à l'heure, si l'industrie militaire américaine veut continuer à exporter beaucoup de matériel, le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché européen est aujourd'hui encore extrêmement solvable, très important, absolument considérable. Donc ne serait-ce que pour cette raison-là, je pense que les Américains ne peuvent pas et ne veulent pas balancer d'un revers de main ce qui peut correspondre à l'Europe. Mais là où je rejoins ce qu'a dit Isabelle, c'est que sur le plan moral, je ne sais pas si on peut employer le terme civilisationnel, sur le plan moral, intellectuel, peut-être politique, non, je pense qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus normal, froidement normal. Et après tout, pourquoi pas, à condition que nous ayons, encore une fois, je le répète, la volonté de pouvoir tenir la dragée haute aux Américains lorsque nous n'aurons pas nécessairement les mêmes intérêts. Vous dites protecteur non, allié oui. En même temps, sur la diplomatie, on a vu
à la fois sur l'Ukraine, on a vu les États-Unis voter avec la Russie, la Corée du Nord, le Mali, contre l'Ukraine et l'Europe. On a vu les Américains mener leurs opérations en Iran sans informer les Européens qui, quelques jours avant, essayaient de faire de la diplomatie à Genève. Avec des alliés comme ça, l'Europe est quand même mal partie, quasiment. Une fois encore, pour l'actuelle administration américaine et pour les partisans de Trump, l'Europe, c'est à peu près le contre-modèle de tout ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire une Union européenne qui veut protéger le système multilatéral, dont Trump n'a que faire, qui défend une culture d'ouverture, de dialogue, de tolérance, etc., alors que Trump est exactement dans l'inverse, qui n'a pas été très très bonne en matière d'immigration et qui avait aussi par rapport au flux d'immigration, jusqu'à maintenant en tout cas, des valeurs très différentes de celles de l'administration Trump. Et on pourrait ajouter qui défend un certain contrôle des réseaux sociaux, qui est prête éventuellement à remettre en cause la liberté. Donc c'est dur d'être allié entre, si on prend ce que vous dites, quand on est des contre-modèles. Voilà. L'antithèse l'un de l'autre, c'est quand même pas facile. Le problème est là, c'est-à-dire que la question, et ça a été très bien dit par Frédéric Ancel, c'est que dans 4 ans, et peut-être un peu moins maintenant, il y aura une nouvelle élection présidentielle aux États-Unis qui reste malgré tout une démocratie, et peut-être que le nouveau président aura une vision des choses totalement différente de l'actuelle administration. Le vrai problème, il est là. C'est est-ce que les Européens sont conscients que cet allié est un allié difficile, imprévisible, et que donc quoi qu'il arrive, les Européens demain, quel que soit le président en place aux États-Unis, doivent se fixer un cap, une stratégie, une idée assez claire et s'y tenir, qui est celle d'être plus autonome, plus indépendante, capable de bâtir une défense et une puissance européenne qui veulent dire quelque chose. Et on ne va pas se fâcher demain avec Washington. Et puis que c'est assez naturel, assez humain. Vous avez pas mal d'États européens qui disent si demain, comme ça a été le cas pour Trump numéro 1, on revient à quelque chose de plus normal, alors on pourra reprendre le cours normal des choses. Et pourquoi s'énerver et s'inquiéter? C'est ça le vrai débat. Donc la relation transatlantique n'est pas enterrée à ce stade. On a évoqué brièvement le Moyen-Orient, on va y revenir. La relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, comment vous la voyez, comment vous la comprenez? On a eu l'impression que Bibi avait un peu forcé la main de Trump pour l'amener à intervenir dans sa guerre contre l'Iran, contre le nucléaire iranien. Juste après, on a eu l'impression inverse, c'est-à-dire que Trump forçait la main de Netanyahou pour arrêter ses bombardements en Iran et pour maintenant le pousser à trouver une solution à Gaza. Comment vous analysez la situation? Déjà, certainement pas de manière fantasmatique, contrairement à beaucoup de commentateurs qui ont dit que Trump était dans la main de Netanyahou. Alors là, si vous voulez, c'est vraiment de la... Pas dans la main, mais... peut-être dans la tête. Oui, dans la tête ou dans la main ou dans le cœur. Je veux dire, ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne correspond pas à de la géopolitique sérieuse. Trump ne s'intéresse pas à Israël. Trump s'intéresse à l'Arabie Saoudite. Le prisme moyen-oriental principal de M. Trump, avant même qu'il ne devint homme politique et donc président, c'était l'Arabie Saoudite. Il n'avait jamais investi un kopek en Israël. Il avait beaucoup investi en Arabie Saoudite. Je vous rappelle que son premier voyage de Trump numéro 1, c'est à Riyad où il exécute cette ridicule danse du sabre. Pourquoi? Parce qu'il revient, comme il y a quelques semaines de cela, avec des promesses d'achat de centaines de milliards de dollars. Et ça, c'est 2-3 fois par décennie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour les États-Unis. C'est bien plus important que ça. Oui, il a même affiché un total de 3 500 milliards de dollars de contrats de sa tournée. Oui. Après, probablement un peu dans l'hyperbole. Mais... Même beaucoup même. Mais n'empêche que ça reste des contrats très importants. Et c'est un pays qui, objectivement, a priori, a tout pour être solvable pour des décennies. Ça, c'est factuel, ça c'est authentique. Maintenant, le deuxième point... Vous caricaturez pas un peu sur son désintérêt vis-à-vis d'Israël? Je veux dire, il a les chrétiens évangéliques qui le soutiennent, qui sont plus pro-israéliens que les juifs américains. Il y a quand même... il y a son gendre, Jared Kushner, qui est un proche de Netanyahou, le prochain ambassadeur à Paris, Charles Kushner,
qui est donc son compère. Il y a des connexions entre Trump et Israël qui ne sont pas nécessairement commerciales. Il n'y a pas de Trump Tower à Tel Aviv, on est d'accord, mais il y a quand même une espèce d'affinité, il me semble. Permettez de vous rappeler que les élections ont déjà eu lieu et qu'a priori, sauf s'il réussit à faire un coup d'État, il est plus rééligible. Donc moi je veux bien que vous citiez les 99 millions d'évangéliques, je suis tout à fait d'accord avec vous, ils sont très pro-israéliens. Aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Donc ça c'est un point qui me paraît important. Son gendre, je ne sais pas, pardon, c'est pas très scientifique, je ne sais pas dans quelle mesure son gendre est important par rapport à lui. Quant à l'ambassadeur, certes, sauf que c'est le président qui a nommé l'ambassadeur. L'ambassadeur ne va pas influer quand même sur le président américain. Donc, je vous dis pas que... Mais vous voyez aucun penchant qui s'intéresse au Malawi, au Bhoutan. Je vous le concède. Ou aux Palestiniens. Ou aux Palestiniens. Ça, alors ça c'est sûr, ça n'intéresse pas les Palestiniens. Bon. Ça n'intéresse pas, les Palestiniens n'achètent rien du tout aux États-Unis. Oui, ils achètent aux États-Unis. Mais pardon, on y revient. Donc ça me paraît important. Maintenant, si il réussit d'une façon ou d'une autre à apaiser les tensions, à en finir avec la guerre à Gaza, dont il se fiche par ailleurs, à en finir avec les bisbilles qui restent, parce que franchement il ne reste plus grand-chose comme bisbilles entre Israël et les pays arabes importants. Et évidemment, l'Arabie Saoudite. Ce sera tout bénéfice au sens plein, prosaïque et entier du terme, y compris au sens économique et lucratif du terme. Et politique. Trump, et peut-être politique, et peut-être, je sais pas, on me dit qu'il veut le prix Nobel de la paix. Je veux dire, pour moi, c'est pas extraordinairement. Ce ne sont pas des variables explicatives très intéressantes. En revanche, j'y reviens, l'économie, oui. Et de ce point de vue-là, il est en train de tenter de remodeler un Moyen-Orient en volant au secours de la victoire israélienne, où l'Iran et ses proxys sont déjà notoirement affaibli et où, enfin, ses alliés et clients et fournisseurs, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, bon, on les cite tous. L'Égypte, bien évidemment, l'Égypte, depuis Camp David en 1978, serait beaucoup plus... D'abord, lui serait reconnaissant de la chute de la maison chiite, ou en tout cas de l'affaiblissement de la maison irano-chiite, très reconnaissant même, et où il y aurait davantage d'affaires à faire. Et effectivement, vous avez raison, ça passe par Israël. Mais je pense que Netanyahou, je conclus, au contraire, pour lui, c'est un garçon difficile. Oui. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. La relation n'est pas paisible entre eux. Elle n'est pas paisible. D'abord, elle n'a jamais été avec Netanyahou, pour aucun président américain, même les plus favorables. Je pense à Clinton naguère, déjà, dans les années 90, il ne faut pas l'oublier. Netanyahou était déjà au pouvoir en 96, ou avec Biden. Donc, de toute façon, il est difficile avec et pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que Trump, me semble-t-il, ait suivi en quelque sorte Netanyahou. Alors on sera tous d'accord que le grand dessein, c'est probablement d'étendre les accords d'Abraham et que tout passe un peu par là, mais il y a des conditions pour y arriver, notamment les Saoudiens demandent que la question palestinienne trouve une solution acceptable. Fin de la guerre à Gaza, perspective peut-être d'un État palestinien. Pierre Vimont, ça vous paraît réalisable ce schéma, cette trajectoire diplomatique Oui, mais comme vous le dites, il y a un préalable pour les pays de la région. Pour ceux qui n'ont pas encore signé l'accord d'Abraham, et pour dire les choses simplement, l'Arabie Saoudite. C'est ça la vraie question. Et l'Arabie Saoudite, au fil des années, s'est durcie, notamment à cause de tout ce qui se passe à Gaza, et parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même encore une opinion publique en Arabie Saoudite, et que le prince héritier comprend qu'il doit faire attention et qu'il ne peut pas, du jour au lendemain, signer un accord d'Abraham alors que rien ne serait réglé à Gaza et que rien ne serait réglé par rapport au problème palestinien. Il a, je dirais, au fil des ans, durci sa position sur ce point-là. Et ça, c'est peut-être le petit défaut, ou même le grand défaut de la cuirasse dans la vision telle qu'elle était exprimée dans la vision de Trump par rapport au Moyen-Orient. C'est que pour lui, ça se passe entre lui et un régime iranien qu'il a mis maintenant à bas et qui peut continuer à taper s'il le veut. Les pays du Golfe sont devenus beaucoup plus complexes et ont une attitude beaucoup plus complexe vis-à-vis de l'Iran depuis quelques années. Ils ont d'abord établi des relations qu'ils n'avaient pas avec l'Iran depuis quelques années, et si vous observez bien toute leur attitude ces derniers jours pendant la guerre des 12 jours, ils étaient assez contents que l'on tape sur l'Iran. Et en même temps, ils ne voulaient pas que ça aille trop loin parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver, eux, en confrontation directe avec l'Iran. Il suffit de regarder la géographie. C'est eux qui risquaient de prendre les coups. On l'a vu d'ailleurs
dans cette riposte plus symbolique qu'autre chose de l'Iran sur le Qatar. Et donc ils ont une attitude beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée que l'approche, comme souvent, terriblement binaire de Donald Trump. Et il faut qu'ils tiennent compte de ça, c'est-à-dire qu'il n'amènera pas l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham s'il ne fait pas quelque chose de vraiment significatif sur la question palestinienne et sur le drame humanitaire de Gaza. Justement, Isabelle Lasserre, c'est quoi la solution à Gaza? Est-ce que Bibi Netanyahou et Trump ont un plan qui peut marcher? Alors, le problème, c'est... les accords d'Abraham, sous Trump 1, c'était le seul succès de politique internationale de Trump. À ceci près qu'il était... Les accords d'Abraham. Des accords d'Abraham. Seul succès de avec Trump Émirats, en politique étrangère. Le Maroc, le Soudan. Le Soudan. Et Bahreïn, ouais. Il avait un inconvénient, c'est qu'il n'avait pas intégré la question palestinienne, puisqu'à l'époque, on pensait que finalement, ce n'était pas important et qu'on pouvait la mettre sous le tapis, que c'était gelé. Oui. Le 7 octobre a montré que ce n'était pas vrai, mais en même temps, on va peut-être arriver à la fin à une solution où, en fait, le 7 octobre va peut-être permettre de faire complètement bouger les choses. L'accord d'Abraham, pour l'instant, l'Arabie Saoudite, ils disent ils ne demandent pas un État palestinien qui sorte comme ça des fourrés en 24 heures. C'est un chemin vers... Oui, mais clair, avec un calendrier, avec, oui, bien sûr, avec un schéma politique. Il y a quand même une notion de progrès en avançant, vous voyez, c'est pas... voilà. Et donc, en théorie, il est peut-être binaire, le plan de Trump, mais il n'est pas si mauvais que ça. Si on caricature, ok, le Hamas capote, le Hezbollah capote, le programme nucléaire iranien, l'Iran ne peut plus nuire, il suffit de trouver une solution à Gaza, et puis finalement, la paix s'installe au Moyen-Orient. Je caricature à dessein. Et c'est là que ça va être très compliqué, c'est que là, il y a le problème Netanyahou. Et que Netanyahou, son plan à Gaza, c'est de faire partir les Palestiniens. Et que ça va être très compliqué. Il ne veut pas de l'autorité palestinienne, on n'est même pas sûr qu'il veuille garder la population palestinienne, Pierre Vimont. Il y a le problème Netanyahou, Isabelle a tout à fait raison, mais je maintiens qu'il y a le problème. Vous ne vous débarrassez pas du Hamas comme ça, vous ne vous débarrassez pas du Hezbollah comme ça. Et d'ailleurs, on le voit bien actuellement au Liban. Enfin, le Hezbollah, ils n'ont pas tiré une seule roquette pendant toutes les frappes contre l'Iran. Militairement, mais politiquement, ils sont toujours présents. Et le nouveau président libanais dit « donnez-moi le temps, il faut que je discute avec eux pour arriver à une solution ». Vous voyez bien qu'en Syrie, c'est extrêmement complexe également. En Irak aussi, on ne parle plus des Houthis, mais les Houthis sont toujours là et très présents. C'est-à-dire que tous ces mouvements qu'on a appelés les proxys de l'Iran et qui ont pris un sale coup ces derniers mois, c'est vrai, dans l'esprit de Netanyahou, ils ont disparu de la carte, ils n'existent plus. Mais c'est pas aussi simple que ça au Moyen-Orient. C'est comme le programme nucléaire dans l'esprit de Trump. Ils reviennent tout le temps. Oui, mais je veux dire, le programme nucléaire, c'est la même chose. On est en train de s'apercevoir. Mais la différence entre les deux hommes, c'est que Netanyahou ne se lasse jamais et Trump se lasse très vite. C'est ça, non? C'est surtout que Netanyahou vit dans une situation dans laquelle il se trouve, très loin quand même. Entre le Mexique et le Canada, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Mais ce symptôme, juste pour un mot sur l'Iran, cette façon qu'a Trump de dire le problème est réglé, je ne veux plus en entendre parler. C'est un peu inquiétant de la part du président de la première puissance. Non, mais c'est pire que ça. Lorsqu'il évoque son projet de Riviera, d'abord manifestement, ça, c'est Gaza, parlé, à Gaza, à Netanyahou, puisque Netanyahou, il le regarde figé, il est pratiquement tétanisé. Ça veut dire que 5 minutes plus tard, il n'y en a pas parlé. Mais Netanyahou embraye dessus en disant c'est une très bonne idée. Il s'engouffre dans la brèche, évidemment. Sauf que quelques jours plus tard, lorsqu'une journaliste américaine demande à Trump comment il compte s'y prendre, il fait répéter à la journaliste de quoi elle parle. Elle dit mais la Riviera, c'est vous qui en avez parlé. Et Trump répond, je sais pas, j'ai oublié, je m'en souviens plus. Donc c'est encore pire que ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a une imprévisibilité qui, de temps à autre, peut être organisée, et à ce moment-là, on pourrait imaginer que c'est faire œuvre de stratégie, pourquoi pas, c'est ce que les militaires appellent le brouillard de la guerre. Bon. Mais sauf que je pense que pour une partie, en tout cas, des prises de décision de Netanyahou, la variable explicative principale, c'est n'importe quoi. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous autres de l'analyser. Maintenant, là, on est en train de parler, à mon avis, de quelque chose de beaucoup plus établi chez Trump, et Isabelle a parfaitement raison. Avec l'actuelle coalition au pouvoir, c'est juste inimaginable. Alors maintenant, je vais vous rappeler un fait
dont personne ne se souvient et dont certains journalistes se sont trompés, sur lequel ils ont fait un contresens. Nous sommes en 2005, en juin 2005. Ariel Sharon est Premier ministre de l'État d'Israël. Ce n'est pas précisément une colombe. Non. Voilà, des bonnes mémoires. Et il décide du retrait unilatéral de la bande de Gaza, les bases et les colonies de peuplement. Il y en a 20 à l'époque, plus 4 d'ailleurs en Cisjordanie. Le gouvernement est partagé à égalité parfaite entre pour et contre. Netanyahou s'abstient. Netanyahou était ministre à l'époque, il s'abstient, le résultat c'est que le projet passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'est pas impossible que Netanyahou retort comme il est, et insubmersible au sens politicien qu'il est, dans les prochains jours, fort de sa victoire contre le Hezbollah et contre l'Iran, victoire relative, mais une victoire en tout cas militaire certaine, organise des élections. Il l'emportera peut-être, peut-être pas. S'il l'emporte, à ce moment-là, l'extrême droite sera, d'après tous les sondages, beaucoup plus faible. Et il sera obligé de faire une coalition au centre, ce qui, à mon avis, ne le gênera pas du tout. Mais oui, mais en 2009, il avait déjà fait une coalition au centre. Je ne suis pas en train de défendre Netanyahou, pas moi, pas Netanyahou. Mais c'est pour vous dire que si on lui propose, si les Américains lui proposent dans la corbeille de mariage, à terme, effectivement, l'Arabie Saoudite, et si l'État palestinien à venir est totalement démilitarisé, ce que souhaitent d'ailleurs les Israéliens et les États arabes de la région, il n'est pas inimaginable, c'est pas de la pensée magique de croire que ça puisse être l'une des options. Alors on a vu que sur la relation transatlantique, vous ne l'enterriez pas totalement. Sur le Proche-Orient, est-ce que vous êtes globalement optimiste sur les dynamiques qui sont à l'œuvre là-bas ou toujours très prudent? Pas totalement, parce que j'aimerais bien suivre Frédéric Ancel dans son analyse des possibilités de Netanyahou. Mais je crois que Netanyahou, fondamentalement, a toujours voulu essayer de se débarrasser du problème palestinien en envoyant les Palestiniens ailleurs. Et il est tellement près de réussir. C'était la conviction de son père est un compagnon de route de Jabotinsky. Ça remonte assez loin quand même. Il est tellement près d'obtenir cela, à la fois à Gaza, et là on n'en parle pas assez, en Cisjordanie, où actuellement les colons font un travail on en parle beaucoup dans les journaux, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'impact. Le soutien implicite de l'armée israélienne, que j'ai du mal à l'imaginer lâcher la proie pour l'ombre. Et au fond, Trump semblait aller dans le même sens quand il parlait de Gaza comme d'une riviera. Et tout ce que l'on voit actuellement, tout ce qu'ils font, tous les contacts qu'ils prennent avec un certain nombre de pays tiers sur le thème, vous ne pourriez pas accueillir des réfugiés palestiniens, montre que la vraie idée de fond, c'est quand même celle-là. C'est d'avoir une bonne fois pour toutes éradiquer le problème palestinien en envoyant les Palestiniens ailleurs. Alors, est-ce qu'il s'arrêtera au bord du gouffre et qu'il reviendra en arrière? Oui, si Trump est capable de faire pression sur lui. Mais comme ça a été très bien dit, je crois que Trump se contrefiche de la question palestinienne. C'est pas son il aime problème. bien les solutions simples, problèmes compliqués, donc on ne sait jamais. Peut-être que sa magie va fonctionner une fois de plus. Et donc ça nous ramène aux autres pays, ça nous ramène aux pays arabes de la région, ça nous ramène aux Européens aussi qui défendent une autre terre. Et ce sont ces acteurs-là qui doivent continuer à faire pression. Alors merci de favoriser ma transition sur notre dernier point. On a parlé tout à l'heure, Frédéric Ancel a évoqué cette question d'Europe puissance et des conditions qu'il faut pour y arriver. Mais si on regarde aujourd'hui la scène internationale, qui se tourne vers l'Europe aujourd'hui? L'Europe. Non, mais l'Europe elle-même, mais je veux dire, qui vient demander l'aide de l'Europe aujourd'hui sur la scène internationale? Qui voudraient demander l'aide de l'Europe. Beaucoup de pays de ce qu'on appelle, ce terme, vous savez, de Sud global. Mais je dirais beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Amérique latine et d'autres qui Regardez, la France, on est chassé de partout en Afrique. Mais attends, qui aimeraient engager un dialogue et une relation avec l'Europe, à condition qu'elle soit crédible et qu'elle retrouve une voie. Et c'est ça qui les gêne. C'est qu'elle paraît impuissante. Je serais plus nuancé sur l'Afrique. D'abord, quand vous regardez le volume d'échanges et la valeur des échanges, donc lorsqu'on dépasse la dimension rhétorique et sémantique qui est ce qu'elle est, on constate que dans des pays anglo-saxons, anglophones, excusez-moi, d'Afrique de l'Est notamment, mais au Nigeria aussi, les entreprises françaises progressent. Bon, ça, c'est le premier. Et diplomatiquement, on a de bons rapports avec des pays qui progressent comme le Kenya. C'est les anciennes colonies qui posent problème en fait. Mais pas toutes, parce que ma deuxième nuance, c'est que nous, on a beaucoup
focalisé, et avec raison, sur les 3 pays du Sahel qui comptent parmi les plus pauvres du monde, hein, je le rappelle malheureusement, donc Burkina, Mali et Niger, où ça s'est très mal passé pour plein de raisons. Bon, le Tchad et le Sénégal ayant pris aussi un certain nombre un petit peu de recul. Mais oui, alors une grande partie de l'Afrique de l'Ouest souhaite que les derniers contingents français, au sens donc, le plus militaire du terme, s'en aillent, mais certainement pas que la coopération diplomatique, culturelle et économique parte. Donc, et je pense qu'il faut, à mon avis, c'est juste, il faut recalibrer un peu notre démarche en Afrique. Je le pense, et d'autre part, prenons un pays, alors pour le coup réellement émergent comme l'Inde. L'Inde ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. On s'en souvient déjà pendant la guerre froide, ils étaient non alignés. Bon, non alignés peut-être pas très loin de Moscou, mais enfin, à la manière, ils sont orphelins de l'URSS. Mais l'Inde est un partenaire aujourd'hui très important de la France, extrêmement important sur le plan économique. Il y en a beaucoup d'autres dans le monde arabe, alors évidemment les Émirats arabes unis parce qu'on est carrément alliés militaires, et donc il y a un certain nombre de pays, jusque y compris dans l'Indo-Pacifique, qui recherchent notre partenariat. Mais attention, pour être sollicité, il faut être crédible. Et pas seulement crédible économiquement, alors je le répète, c'est important, crédible politiquement et militairement. Si vous entretenez si vous acceptez d'être partenaire militaire d'un État, il faut respecter ce partenaire, il faut lui donner tous les gages de crédibilité. Mais alors, oui, Isabelle Assert. Moi, j'ai malheureusement l'impression inverse, c'est-à-dire que l'Occident décroche absolument partout dans les 3 quarts du monde et surtout l'Europe. Et quand on voit les grands votes l'année passée au Conseil de sécurité de l'ONU, en fait, c'est les pays alliés à la Chine et la Russie qui gagnent, et c'est la Russie et la Chine qui quand même font des émules dans le Sud global pour l'instant. Alors je ne dis pas que ce sera encore le cas dans 5 ans, mais moi je vois plutôt un décrochement, et pas seulement au niveau économique et militaire, mais aussi un décrochement au niveau des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, le problème c'est que en fait, l'Europe, les États-Unis aussi, mais enfin avec Trump ils ont changé. Il y a une question du côté tabou de la démocratie, c'est-à-dire que on a toujours persuadé que ce système étant le meilleur à l'exception de tous les autres, hein, comme disait Churchill, qu'il allait forcément se répandre et qu'on allait forcément le diffuser absolument partout. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de pays dans le monde, on le voit quand même sur toutes les grandes crises, qui ne sont pas favorables à la démocratie, qui préfèrent d'autres systèmes, ou en tout cas au moins les gouvernements et les dirigeants, hein, parce qu'évidemment si on prend un pays comme l'Iran, 70% de la population est pour la démocratie et aimerait bien vivre dans une démocratie. Mais il y a plutôt un raidissement, c'est-à-dire ces pays insistent plutôt sur les faiblesses de la démocratie. Est-ce que c'est les pays, est-ce que c'est les dirigeants? Parce que je vous dis, c'est les dirigeants. Ce que vous dites sur les Iraniens, on peut le dire sur les Russes? Non, pas du tout. Ah non, la situation en Iran et en Russie est complètement différente. En Russie, il y a une certaine forme d'adhésion au pouvoir autoritaire de Vladimir Poutine, qu'il n'y a pas du tout en Iran. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus limitée. Donc non, justement, les cas sont très différents selon les pays. Mais l'Inde, évidemment, est liée à la France, mais elle est aussi en bon terme avec la Russie. Enfin, tout ça est évidemment mouvant, mais moi je trouve qu'on perd du terrain. Pierre Vimont. Tout ce que dit Isabelle est vrai, mais en même temps, placez-vous parmi ces pays, encore une fois, qui observent ce qui est en train de devenir la géopolitique du monde, ces plaques tectoniques qui bougent, et qui voient ces grandes puissances, essentiellement États-Unis, Chine, à moindre égard, mais quand même joue un rôle aussi la Russie, qui essaye de modifier considérablement l'ordre multilatéral, le système multilatéral, chacun pour leur intérêt. Ces pays, on parlait de l'Inde, on pourrait citer le Brésil, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres. Pensez aussi à ce qu'on appelle les Occidentaux à l'Est, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Ces pays, ils ont envie de se trouver un allié avec lequel pouvoir
contrebalancer ce pouvoir qui arrive. Et vous savez, quand vous regardez actuellement à travers le monde, qui pourrait être notre allié, l'Europe apparaît très naturellement. En plus, elle partage à peu près les mêmes idées, même si on a été un peu trop souvent donneurs de leçons, nous les Européens, par rapport à d'autres, et qui nous demandent d'être un peu moins arrogants et un peu moins condescendants. Mais ils sont naturellement prêts à faire quelque chose avec nous. La question, c'est est-ce qu'on répondra à cette demande. Et pour ça, il faut devenir une puissance politique. Voilà. Le réarmement ne suffit pas, on est d'accord. Et c'est quoi la voie, les instruments de la puissance politique pour l'Europe des 27? Pour l'Europe, c'est deux choses. Ou de moins d'ailleurs. Pour l'Europe, c'est deux choses, me semble-t-il. Hein. La première, c'est créer quelque part, à côté de tout ce qui a été fait pour l'économie, le monétaire, l'énergie, tout ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose qui peut faire partie d'ailleurs de l'Union européenne, mais où il y aurait quelques dirigeants, quelques leaders parmi les États membres qui prennent les choses en main, qui avancent. Parce que sur les questions de diplomatie et de ce qu'on appelle un noyau dur. Oui, et ce qu'on a vu un peu apparaître avec la coalition des volontaires sur l'Ukraine. Oui. C'est parti de la France et de la Grande-Bretagne. Et puis ça s'étend à d'autres. La Grande-Bretagne qui revient en Europe. Il y a ça, une organisation, un fonctionnement un peu différent avec... l'Europe n'est pas... L'Union européenne n'est pas une alliance militaire. Une alliance militaire, ça a des règles. Oui. Ça marche pas comme une union monétaire, économique ou douanière. C'est différent. Et donc il faut l'avoir, ça. Et l'autre chose, c'est l'état d'esprit. C'est une culture stratégique différente. C'est se comporter comme une puissance, vouloir être un acteur géopolitique sur la scène internationale, qui est capable de parler d'égal à égal avec les autres, qui comprend que c'est des rapports de force et qui joue ça. L'Europe n'a pas du tout ça. Et ça passe par une démarche collective, peut-être en nombre réduit, oui, des principaux pays européens. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils prennent l'habitude de se concerter sur tous les grands dossiers et d'avancer ensemble. On voit bien que ça commence à apparaître, mais il faut aller plus vite et il faut avoir plus de volonté politique. Oui. Frédéric Ansad. Oui, à deux reprises, d'ailleurs, vous avez dit peut-être moins que 27. Moi, je crois beaucoup à ce schéma noyau, enfin schéma nodal en quelque sorte, fer de lance, tel que celui qui prévalut entre la France et l'Allemagne, mais sur le plan économique dans les années 50. Très bien. Là, sur le plan géopolitique, sur étagère, il n'y a que deux puissances sérieuses en Europe. Je veux dire puissances globales, et qui ont encore la représentation de l'être et la volonté de le demeurer, même si elles sont très pauvres. Évidemment, je parle du Royaume-Uni et de la France. Alors, on me dit oui, mais les Anglais sont avec les Américains. Moi, je constate que les Anglais sont plus dans l'UE. Ils sont littéralement, c'était très bien rappelé tout à l'heure, avec des cas spectaculaires comme celui du retrait de Kaboul. Aujourd'hui, la relation spéciale, elle est terminée. Alors, bien sûr, les Anglais essayent de s'y raccrocher, sauf que les travaillistes, et qui sont là au pouvoir pour 4 ans, hein, quoi qu'il arrive, sont très européanophiles et d'ailleurs très, très francophiles. Et nous, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, a priori, je ne sais pas pour combien de temps, mais en principe, pour encore 2 ans, on a un tandem à la tête de l'exécutif qui est favorable à ça. Moi, je pense que sans perdre de temps, il faut avancer sur ce noyau autour duquel pourrait parfaitement s'agréger sui generis sur telle ou telle mission des volontaires, telle ou telle coalition dans le monde entier, d'autres États, grands européens, voire même des États qui partagent avec nous ces valeurs ou ces stratégies. Je pense par exemple au Canada ou à d'autres. Et je pense qu'il faut y aller maintenant. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Et c'est est-ce qu'il faut le formaliser? Est-ce qu'il faut le formaliser? Est-ce qu'il faut en faire une institution, quelque chose, un canal qui soit à la disposition de ceux qui veulent l'utiliser, ou est-ce qu'il faut rester dans l'informel, dans la concertation? Il vaut mieux commencer par le faire. Ensuite, s'il faut le formaliser, on le fera. J'ajouterai un point, il faut le faire avec les institutions européennes, parce qu'on a déjà fait des tentatives. Lesquelles? La Commission? Ah oui, mais comme partenaire qui viennent s'ajouter. Elle n'a pas bonne presse, la Commission, en ce moment. Vous voyez bien sur les industries de défense, on aura besoin de l'argent du budget européen. Oui. On peut avoir besoin... Vous savez, c'était très intelligent. Je dis ça, non pas parce que j'y ai participé, mais parce que c'était intelligent. Quand il y a eu parce qu'on l'a déjà fait ça, on a eu 3 ministres des Affaires étrangères européens qui ont décidé en 2003, contre l'avis des Américains, contre l'avis de tout le monde, d'aller parler à l'Iran pour discuter du programme nucléaire. Ça a été difficile. C'est ce qui a mené à 2015 et au JCPOA. D'accord. Mais en 2003, ils se sont rendus sur la suggestion de Dominique de Villepin dans une négociation hasardeuse à Téhéran même. Ça a été très difficile, mais ils en sont sortis
Russie, avec l'accord des Iraniens de suspendre leur programme nucléaire pour commencer à travailler sur ce qui allait devenir l'accord de Vienne de 2015, l'accord nucléaire. Ils reviennent, ils sont contents, ils sont 3, et tout d'un coup ils se disent mais peut-être ça serait plus intelligent d'en faire quelque chose d'européen. On reste à 3, mais on y ajoute le premier haut représentant de la diplomatie européenne, Javier Solana, qui avait beaucoup de crédibilité puisqu'il avait été secrétaire général des Nations Unies. Ce trio, avec Solana à leur tête, ils ont convaincu les 3 autres membres du Conseil de sécurité de les rejoindre. C'était pas négligeable. États-Unis, Russie, Chine. Et vous parlez d'un monde qui n'existe plus, Pierre Vimont. On peut peut-être essayer de réfléchir pour essayer de relancer quelque chose du même ordre. Donc c'est possible. Les Européens, s'ils le veulent, peuvent même entraîner les autres. Ce message d'espoir, vous le partagez, Frédéric Ancel? Oui, à condition que nous ayons la volonté. Ce que Pierre Vimont a dit tout à l'heure est très fondamental. La capacité, nous l'avons sur le plan ingénierial, économique, industriel, démographique, évidemment. Nous avons tout pour être une grande puissance. Oui ou non, la volonté. On a encore notre destin en main. Isabelle Lasserre, le mot de la fin. Si on parle de la France, tout ça ne pourrait être possible que si on arrive à se réformer. Au niveau interne. Bon, je retiens quand même une note optimiste à la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les 3. On approche de la fin de la saison. Pour ma part, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais il y aura un club Le Figaro International. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre. Passez un très bel été. À très bientôt.